Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va accueillir monsieur Viet Hung Alain Nguyen. Vous étiez directeur délégué aux informations et à l'informatique pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et pour faire un peu récapitulatif de votre carrière, vous avez été directeur de projet à CSC Group. Ensuite, vous étiez responsable d'études et de projets de systèmes d'information à l'Accor Hotel Arena. Ensuite, vous avez été manager des systèmes d'information à l'Accor Hotel Arena également. Et maintenant, vous êtes directeur délégué aux informations et à l'informatique pendant justement les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc, finalement, la première question qu'on s'était posée, c'est alors au départ, on avait imaginé une question qui portait sur les infrastructures et sur un peu les outils informatiques et puis les outils technologiques. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu trop flou, un peu trop vaste pour nous. Et par conséquent, on avait envie de vous poser la question, peut-être une question qui est un peu basique, mais finalement, qu'est-ce qu'on trouve sur le bureau d'un directeur délégué aux informations? Oui, alors je vais peut-être juste apporter un petit Oui. rectificatif sur mon parcours là-dessus, puisque ça fait 10 ans que je travaille maintenant dans l'événementiel, sport-spectacle. Et c'est vrai que depuis 10 ans, j'ai eu la chance de travailler dans l'enceinte à l'Accor Arena et de vivre la transformation de Bercy en Accor Arena. Et après, j'ai ouvert Paris La Défense Arena, en fait, qui a accueilli les épreuves de natation pendant les Jeux. J'ai travaillé quelques années là-bas et on a ouvert l'enceinte avec le concert des Rolling Stones en 2017. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené à continuer, en tout cas, voilà, dès lors qu'on avait gagné l'organisation des Jeux, en tout cas que la ville de Paris avait gagné effectivement ce formidable euh, la candidature effectivement euh, par rapport le droit d'organiser les Jeux Olympiques de Paris. Je me suis dit, là, il fallait effectivement pouvoir faire quelque chose et puis se dire, et c'est aussi l'opportunité il y a un projet d'une vie, quoi. Mm. Et on Ah, vous l'a proposé, ce poste, il est venu naturellement? Est-ce que vous avez été appelé? Comment ça se passe? j'ai postulé, en Ouais, fait, ok. j'ai vu le poste passer et je me suis dit, celui-là, il est pour moi. Très clairement, je me suis vraiment reconnu dedans. En fait, je dis ça de cette manière-là, mais je me suis reconnu vraiment dans le profil en me disant que j'avais non seulement les capacités, la connaissance. Justement, les deux expériences précédentes m'ont permis de dire, je connais tout ce qui est décrit dans cette fiche de poste. Maintenant, il n'y avait plus effectivement qu'à candidater et essayer d'aller démontrer que je pouvais être le meilleur candidat et pour emmener voilà, toute la partie système d'information. Alors là, je suis vraiment sur le système d'information des Jeux, Mm. qui comprend vraiment tous les grands systèmes qui permettent d'organiser les Jeux, de la vente de la billetterie qui est une source de revenus pour le comité, jusqu'au recrutement des volontaires, en passant par tous les systèmes qui permettent au transport, la logistique ou bien la partie digitale de pouvoir exercer, en tout cas, et mener leurs opérations pendant les Jeux. Donc sur tous les pans des Jeux Olympiques, sur la partie système d'information. Donc c'est vrai, du coup, on repart sur cette question-là, qui est la question de ce qu'on trouve sur le bureau. C'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant comme question, mais ça permet de voir un petit peu, parce que peut-être que tout le monde ne saisit pas forcément de quoi on parle, quand on pense, quand on est directeur délégué aux informations, à l'informatique, au JO, on se dit c'est quoi ce gros truc-là. Et qu'est-ce qu'on trouve sur votre bureau Ouais. et est-ce que vous en avez plusieurs déjà? Alors, oui, on a plusieurs bureaux parce que c'est vrai que dans les conditions de travail, on est dans ce qu'on appelle un flex office, donc on se met un peu où on veut. On avait un étage dédié à la technologie. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve principalement un écran et un PC. On travaille de manière très très simple. Et c'est surtout, il a fallu que j'imagine mon bureau. Alors, si effectivement mon terrain, hein, c'est d'aller connaître et de mettre en place des systèmes qui répondent à des besoins métiers. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans une salle, dans un studio, vous avez du matériel, vous êtes en train de filmer, tout ça, ça fonctionne sur des réseaux, ça fonctionne sur des logiciels que vous utilisez. L'enregistrement, voilà, il y a des gens, des éditeurs qui fabriquent ces logiciels. Donc, il y a toute une stratégie aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on doit faire dans le cadre du comité pour aller chercher les meilleures solutions et qui permettent de trouver à la fois pour donner des réponses, ce qu'on appelle aux directions métiers, de leur dire, voilà, vous avez exprimé tel besoin au travers de telle expression de besoin fonctionnel.
et on leur répond, on les aide à définir les outils informatiques dont ils ont le besoin. Et on va les aider à aller chercher d'abord le meilleur outil et ensuite les accompagner tout au long de ce projet pour qu'elles sachent à la fin les utiliser et qu'elles puissent mener leurs opérations. Donc voilà, mon bureau, c'était ça. Ça représente à peu près un peu plus de 200 applications qu'on a déployées sur les 5 dernières années. Ça fait partie un peu de ce périmètre qu'il a fallu aller chercher, connaître dès le départ. Il y a 5 ans, quand je suis arrivé, j'étais le sixième membre de l'équipe. Et la première chose, c'est sur mon bureau, j'ai plutôt une feuille blanche, un crayon et le guide olympique qui est fourni par le Comité international olympique, l'expérience des Jeux précédents. Et à partir de là, j'ai dessiné la route, en fait. Pas que la route, j'ai dessiné la route, je l'ai habillé, cette route, avec l'ensemble de ce qui était essentiel. Il a fallu commencer par les fondations, il a fallu aussi connaître de savoir quel était notre objectif au final, hein, parce qu'on dit livrer les jeux, c'est très très vaste. Hein. Vous l'avez vu cet été, ça représente probablement en surface 30-40% de tout ce qu'on a pu mettre en place pour y arriver. Donc, mais c'est vrai que le résultat est là, c'est un énorme succès. Mais c'est vrai que voilà, il a fallu créer tout ça et à la fois à quel moment je dois recruter mon équipe, pourquoi faire, et puis dimensionner tout ça et s'occuper de gérer aussi les aspects budgétaires, puisqu'on avait des enveloppes contraintes et il fallait respecter ces enveloppes-là pour pouvoir aller jusqu'au bout et de s'assurer que d'ailleurs on allait pouvoir livrer les jeux dans des meilleures conditions possibles, quoi. Bien sûr. Vous avez parlé d'outils. Il y a plusieurs outils que, en tout cas, de ce que j'ai compris, que vous utilisiez. Vous avez travaillé avec Atos, l'entreprise Atos. Vous avez utilisé le logiciel OMS, Atos Olympic Management System. Vous avez utilisé l'outil Olympic Identity and Accreditation Card, OIAC. Et justement, c'est quoi? Alors là, on va partir peut-être sur une partie un peu plus technique pour les plus aficionados qui nous écouteront. Ils auront peut-être plus saisi de quoi on parlera. Mais c'est quoi les principales technologies que vous avez utilisées, les infrastructures, les outils informatiques et qui permettent de gérer le bon déroulement de ces Jeux Olympiques? Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu de quelle manière on a un peu structuré et découpé l'ensemble du système d'information. Parce que c'est très, très vaste. Premièrement, il y a tous les outils qu'on a apportés, tous les systèmes qu'on a apportés pour le comité. Système de paye, RH, financier, les premiers sites web. Là, ça a été une première étape menée par une équipe dédiée là-dessus, hein, qui était pas dans ma direction et qui a œuvré pour fournir déjà ses premiers. Voilà, il faut qu'à la fin du mois, les salariés soient payés, il faut qu'on puisse les recruter, il faut qu'on puisse les former aussi. Donc voilà, donc ça, c'est une première étape et c'est ce qu'on retrouve de manière très classique dans chaque entreprise. Le deuxième sujet, c'est la deuxième grosse partie, c'est ce qu'on appelle le système d'information des jeux. Donc, il faut définir, et vous l'avez cité avec Atos, qui est partenaire mondial des jeux depuis plus de 20 ans maintenant, et qui aujourd'hui, effectivement, a terminé son contrat, en tout cas de sponsoring avec les jeux avec Paris. Donc, aussi, le termine aussi avec pas mal de succès. Et en fait, en travaillant avec Atos, le système d'information des jeux en fait partie, avec ce que vous avez cité, des systèmes qu'on appelle régaliens qui fournissent ces premières applications, notamment pour la gestion des volontaires ou la gestion des accréditations. Voilà. En fait, ce qu'on appelle OMS est composé d'une dizaine d'applications et ça représente peut-être 10% du parc, en tout cas, et du système global qu'on met en œuvre. Il y a aussi tous les systèmes pour gérer les sports. C'est-à-dire que sur un terrain de compétition où vous jouez au tennis, je suis plutôt fan de tennis, je vais prendre cet exemple-là que je connais plutôt bien. Au moment où il y a de la balle qui arrive sur la ligne, on ne sait pas trop si effectivement elle est bonne ou pas. Et puis vous avez ce système-là qu'on appelle, qui permet de visualiser la balle en 3D et de se dire, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Voilà. Donc c'est des systèmes d'arbitrage vidéo. On l'a aussi dans le cadre du foot. J'aurais pu prendre cet exemple-là qui peut être parlant à beaucoup de personnes. Et c'est vrai que chaque sport a son système aussi. Donc voilà, donc c'est une autre partie du système d'information. Il y a tout ce que fournit, et là c'est avec notre partenaire Omega, qui est le chronomètre officiel, qui fournit toute cette partie-là.
On a tous les systèmes d'infrastructure technologique. Là, on revient effectivement sur qu'est-ce qu'on retrouve, c'est les fondations, c'est le cloud. Là, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Alibaba. Et puis, il y a à chaque fois qu'on a, j'ai parlé de direction métier qui avait besoin de besoins propres. Là, qu'on n'a pas de partenaire qui sait fournir la technologie, on va faire un appel d'offres et on va aller chercher le système qui correspond aux besoins. Donc, je vais parler par exemple, de la partie transport où il a fallu trouver un système qui permettait de contenir toutes les informations de circulation et qui nous permettait de gérer les routes olympiques ou de pouvoir produire une application mobile pour les chauffeurs qui leur permettait de naviguer et de pouvoir prendre le chemin le plus rapide pour mener ou emmener les athlètes ou des personnalités accréditées d'un point A à un point B, quoi. Voilà. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le système d'information. Il y en a plein. On a mis en place, il y a une polyclinique au sein du village. Il a fallu des systèmes médicaux pour la prise en charge du patient. Voilà, donc on a adressé, en fait, dans les 200 applications, ça représente des relations avec plus d'une quarantaine de directions métiers. Euh, on retrouve tous les secteurs aujourd'hui qu'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie et dans le tertiaire. Et c'était ça un peu notre métier, de pouvoir créer ce système-là. Parfois, il y a de l'échange de données. Donc, il a fallu aussi aller trouver des outils qui permettaient de faire l'échange de données et de pouvoir faire basculer cette donnée d'un système à un autre pour que chacun puisse exploiter d'une manière unique et fiable la même donnée, en fait. Voilà. Donc ça, pour illustrer un petit peu, les données, par exemple, des spectateurs avec leurs billets étaient transférées dans notre système de relations clients qui permettait et qui analysait ces données, qui les prenait en compte et ce qui a permis de pouvoir envoyer des SMS ou des mails pour les aider, en tout cas, ou pour améliorer l'expérience qu'on appelle l'expérience client. C'est-à-dire que la veille de la compétition, vous recevez un mail pour vous rappeler comment venir, quels outils utiliser, quelle application il faut télécharger, un petit SMS pour vous dire potentiellement il y a des problèmes de transport public, il vaut mieux privilégier de prendre telle ligne ou telle ligne de métro ou tel train de banlieue. Voilà, donc ça permettait aux gens de pouvoir s'organiser, de fluidifier l'information, et puis dans le cadre de scénarios où s'il y avait des fortes chaleurs, de rappeler aux gens effectivement de s'hydrater, en tout cas de faire attention et de prévoir effectivement leur gourde et de trouver des fontaines à eau sur place. Voilà. Donc il y a pas mal de sujets comme ça sur lesquels les systèmes sont là pour aider à l'organisation ou supporter les opérations des directions métiers. Il y a beaucoup de données, disons qu'il y a une quantité de données assez importante qui est transmise, réceptionnée. Et justement, l'enjeu de la protection des données, c'est quelque chose dont on parle souvent, nous, dans le cadre de nos études. Et on sait qu'aujourd'hui, les États et les populations, elles ont une prise de conscience sur la question de la cybersécurité, justement du fait de cette multiplication de cyberattaques. Des fois, on parle même de cyberguerre. En 2022, pour donner quelques éléments, quelques chiffres, l'ANSSI elle a constaté une hausse de 37% des incidents par rapport à 2021, ce qui a affecté autant les entreprises que les institutions. Il y a le cloud qui est tombé en panne et en 2015, l'État islamique il a piraté TV5 Monde et ils avaient réussi à diffuser des éléments, des messages de propagande. Et justement, dans des événements qui sont aussi importants que les Jeux Olympiques de Paris, donc des événements qui sont cibles naturellement en fait, qui sont des cibles de choix. C'est quoi la stratégie c'est presque quoi le mindset pour protéger les infrastructures et les données, hein, que ce soit pour les spectateurs, pour les partenaires, pour les athlètes, enfin tous les acteurs qui font partie de tout ça et avec lesquels vous travaillez avec leurs données. Ce qu'on a mis en place et en travaillant avec notre directeur de la cybersécurité, ça a été très en amont de sensibiliser, de prendre en compte cet aspect-là dès la conception ou dès l'émission des premiers besoins en métier. C'est-à-dire que vous avez cité la protection des données, effectivement aujourd'hui les cyberattaques. Il y a plusieurs choses derrière en fait. Il y a le respect en fait des normes de la protection de données. Donc ça, on est dans le cadre de toute la partie RGPD. On a travaillé avec la CNIL et on a travaillé avec l'ANSSI sur tous les aspects cybersécurité pour protéger complètement l'écosystème. On a travaillé main dans la main pour dévoiler un peu tout ce qu'on faisait et en même temps de quelle manière on protège tout ça pour que tous les acteurs importants puissent connaître un petit peu l'étendue en fait de la surface à protéger.
Parce que là, on parle vraiment de surface. La démarche qu'on a appliquée, c'est très en amont dans les projets, c'est d'évaluer déjà la menace ou le risque qu'il peut y avoir pour chaque direction métier. Quels sont les risques potentiels, de quelle manière, et d'identifier quels sont tous les systèmes critiques qui, effectivement, on a hiérarchisé un petit peu tous les systèmes, et de se dire de quelle manière on pouvait avoir un risque de sabotage ou de falsification des données. Donc, la billetterie en fait partie. Ça fait partie des sujets qui sont assez classiques dans le monde de l'événementiel, avec le marché noir, voilà, ou les faux sites de billetterie. Donc ça fait partie des choses qu'on connaît. Les choses qu'on connaît moins, c'est sur la partie résultat, et qu'il fallait effectivement s'assurer que ce qu'on affichait à l'écran à l'intérieur du stade, l'affichage va être le même à l'extérieur du stade. Voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a identifié des points sur lesquels, là, on s'est dit, là, il faut renforcer la sécurité réseau dans le stade, à l'extérieur du stade ou autour du cloud, pour s'assurer que derrière, l'information continue de circuler, mais elle est cryptée, elle est protégée, et elle est infalsifiable. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intégrité des données. Donc, chaque système, chaque projet, et voire même, c'est d'abord une évaluation métier, de se dire aujourd'hui, c'est quels sont les risques cyber, et il y en a un peu partout. Voilà, et c'est quelque chose, c'était un des premiers. Un des premiers axes, en fait, pour pouvoir mener à bien, en fait, et livrer les jeux dans de bonnes conditions. La cérémonie d'ouverture a été quelque chose sur lequel on a porté une attention propre, puisque c'est aussi un moment où, pour aujourd'hui les cyberterroristes, c'est une façon aussi de montrer et d'impacter quelque chose qui est très visible. Et s'il y avait eu effectivement aujourd'hui un incident cyber au moment de la cérémonie d'ouverture, tout le monde en aurait parlé. Ça n'a pas été le cas, fort heureusement, et ça veut dire que peut-être qu'ils ont respecté effectivement la trêve olympique. Hein. Je me dis naïvement, peut-être qu'ils ont, ils ont écouté le discours de Masbar et de Tony à l'ONU, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'incident majeur durant tout l'été, et ça a été probablement avec tout ce qu'on a mis en place, et aussi toute la communication. Cet axe-là, c'était important. Donc pas d'incident majeur, mais même aucun risque a été évité. En tout cas, du moins, il n'y a aucun incident qui ont été peut-être prévus et qui ont permis d'être évités, des choses qui ont été identifiées en amont. Est-ce qu'il y en a eu quelques-uns, peut-être quelques petites anecdotes sur ce sujet-là? Peut-être pour plus tard. Non, quelques anecdotes. Ouais. En fait, je voudrais revenir juste avant de passer effectivement pour un peu illustrer tout ça. Un deuxième axe important, c'est la sensibilisation aussi de l'ensemble de nos collaborateurs et l'écosystème à ne pas se faire piéger. On parle de phishing, on parle de SMS malveillants, ou de mails qu'on reçoit, on ne sait pas qui c'est. Et là, ça fait partie de la formation qu'on doit avoir dans toute entreprise, d'être sensibilisé à repérer un mail, un phishing, pour ne pas donner ses données personnelles, ou pour ne pas faire entrer effectivement quelqu'un dans le système, ou quand on partage des données, effectivement d'appliquer un filtre de confidentialité pour s'assurer que derrière, il suffit on écrive un mail en mode restreint, on va savoir le pister, et c'est vrai que ça évite effectivement la fuite de données. Dans les petites choses qui se sont passées, en fait, on n'a pas eu réellement de gros sujets, en fait. C'est ça qui, peut-être... C'est rassurant. On s'attendait à plus. Il y a eu... on l'a annoncé, il y a un peu plus de 55 milliards d'événements cyber. On parle d'événements, on ne parle pas d'attaques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'en passe tout le temps sur le réseau informatique. Il y a toujours, en fait, quelque chose qui se passe. C'est ce qu'on appelle des attaques DDoS. Il y a toujours quelqu'un qui va venir essayer de venir être intrusif sur un réseau. Voilà, on le voit. Il y a des parades qui sont classiques, standards. Et ça, on en a eu un peu tout le temps. Donc, c'est vrai qu'on parle d'événements. Ça n'a pas fait de dégâts, ça n'a pas pénétré nos systèmes. Voilà. Par contre, on voit que dans l'écosystème ou dans notre entourage, il y a eu des faits. En tout cas, moi, je me rappelle cet été, quand le PDG de Telegram est arrivé en France, et il y a eu un mouvement qui s'est créé et il y a eu un appel à l'ensemble des cyberattaquants pour dire de témoigner un petit peu de la solidarité avec le PDG de Telegram. Il y a eu des organes, des parapublics ou publics qui ont été un petit peu malmenés. Et ça n'a pas touché ni les jeux, ni nos systèmes, ni l'écosystème des jeux, mais c'est vrai que c'est suffisamment notable pour voir que derrière, il y a eu des tentatives, quoi. Alors voilà, donc c'est vrai que ça ne fait pas partie effectivement de ce que nous on a détecté. L'ANSSI a été probablement un peu plus occupé à ce moment-là, et ça permet effectivement ça montre bien qu'il y a une activité, mais
cette activité n'a pas été probablement, ou on n'a pas été forcément été une cible. Peut-être qu'en montrant qu'on s'était préparé, parce que là aussi, ça fait partie, c'est un peu le troisième axe de comment on fait effectivement pour se prévenir de tout ça, c'est qu'on se prépare. On a mis en place ces outils qui nous permettaient d'auditer tout ce qui se passait dans les systèmes. Donc on parle d'audit de log. Quelqu'un, voilà, combien de fois un utilisateur essaie de s'authentifier, combien de fois il utilise des mots de passe différents. Tout ça, c'est des choses qui remontent, on analyse et qui nous permettent de se dire, bah tiens, quelqu'un a essayé de s'authentifier, a essayé plusieurs mots de passe, et ça n'a pas marché. Voilà, donc, et c'est toute cette politique-là de changement de passe que nous, on applique à nos utilisateurs, ou de mettre des mots de passe compliqués. Ça nous permet de nous prévenir de toute attaque. Voilà. Toujours un coup d'avance sur les cybercriminels, quoi. Voilà. Non, et puis il y a un autre. Non, ce qu'on a eu et ce qui a été vu par beaucoup d'entreprises, c'est les incidents. L'incident, enfin, il y en a eu une panne mondiale sur un outil de cybersécurité qui s'appelle CrowdStrike, voilà, qui a mis effectivement, qu'on a dû gérer à quelques jours de la cérémonie d'ouverture. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas une cyberattaque, mais c'est vrai que ça fait partie des incidents, en fait, parce que ça touchait un outil de sécurité. Mais même l'éditeur, en fait, s'est trompé à créer enfin, en tout cas, ils ont introduit un bug dans leur système qu'il a fallu effectivement réparer assez rapidement. Mais ça nous a mis paralysés pendant quelques heures. En tout cas, la manière dont on s'était préparé, on est passé tout de suite sur des plans de contingence et ça a permis au comité de continuer à fonctionner et à continuer de travailler, en fait, même si c'était dans des conditions dégradées. Mais au moins, on ne s'est pas arrêté, on a pu continuer à préparer les jeux, malgré cet incident qui s'est résolu en quelques heures par la suite, quoi. C'est bien, ça crée un lien direct avec le sujet d'après, je crois. Oui, parce que ça va être justement sur les crises et les crises et puis scénario d'urgence, parce que dans un énorme événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, et ben justement, il y a toujours un peu cette curiosité d'essayer de voir comment ça se passe à l'envers, dans tout ce qui est coulisses et envers du décor. Et en fait, comment est-ce qu'on peut se préparer, justement, parce que vous avez commencé à aborder la question de la prévention. Et voilà, comment est-ce qu'on peut se préparer, comment est-ce qu'on peut anticiper tout ce qui va être gestion de crise, aussi gestion des risques, parce que comme on l'a dit, c'est un événement qui est assez, on va dire, tentant pour tout ce qui est cybercriminel de vouloir un peu interférer ou autre. Et voilà, comment est-ce qu'on arrive justement à anticiper, à prévoir tout ça. Oui. Cette préparation, elle a duré à peu près 2 ans. Ça fait partie du modèle des jeux. L'événement est quand même planétaire, 4 milliards de téléspectateurs, plus de 10 000 athlètes qui concourent, on a 32 sports, 13 millions de personnes, voilà, de spectateurs qui assistent sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, c'est un peu impressionnant comme ça. C'est un événement qui a de l'ampleur, qui est visible. Voilà, il y a des chefs d'État qui viennent. Enfin, voilà, donc c'est vrai qu'on se doit d'être absolument parfait, on ne laisse rien au hasard. Et ça fait partie vraiment de l'expérience des jeux et de s'y préparer, et de manière très méthodique, avec des répétitions. C'est-à-dire que déjà, on écrit aussi déjà tous les scénarios catastrophes qui peuvent arriver. C'est pas que des catastrophes cyber, hein. Ça peut être, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de forte chaleur. Il suffit qu'il y ait en plein été, il y a une canicule. Qu'est-ce qui se passe? Quel impact ça a? Voilà. Donc on définit tout ça. Donc on rejoint cette gestion de risque de haut niveau, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une vue effectivement très avec le plus de recul possible, et on va descendre dans le détail de plus en plus pour pouvoir définir la procédure ou la politique d'intervention, de qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Donc si je reprends l'exemple de forte chaleur, c'est en étudiant le scénario, on a fait 1-2 simulations. Donc on simule, on fait ce qu'on appelle les tabletop en anglais, et on simule en fait ces scénarios avec tous les acteurs qui peuvent être impliqués, que ce soit les acteurs du transport, les acteurs, notre comité, les services d'urgence, et tout le monde se parle en disant qui fait quoi, dans quel cadre, et ce qui permet de se préparer en fait derrière. Et quand on a la chance de jouer ce scénario-là à peu près presque dans la vie réelle, on a une deuxième étape où on a ce qu'on appelle un test event, qui a rien d'un test en fait, c'est un véritable événement qu'on organise, ou qui est organisé, où on s'appuie sur une Coupe du Monde. Et là, on va vérifier si nos procédures, nos politiques fonctionnent ou pas, quoi. Et tout est écrit à l'avance,
Alors bien sûr, on ne va pas créer un scénario catastrophe dans le cadre de ces compétitions, qui sont des vraies compétitions. Mais c'est vrai que si on voit que le jour de compétition, il y a une canicule, on va pouvoir observer ou se dire si ce qu'on a écrit fonctionne ou pas, quoi. Voilà. Et ça permet d'avoir cette répétition plus ou moins grandeur nature. On l'a aussi dans les systèmes d'information, en tout cas dans toute la partie technologique, de s'assurer que derrière, tout fonctionne, de quelle manière ça fonctionne, avec des personnes aussi qu'on intègre. C'est-à-dire que cette gestion de risque, c'est que notre comité double de taille chaque année. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 4000 tout de suite, on arrive à une pointe de 4000 salariés, à peu près 4500 salariés au moment des Jeux. Vous avez dit que vous étiez le 6e. J'étais 6e membre moi, alors de la technologie, le Ok. 181e membre du comité. Enfin, j'avais mon matricule 180 quand je suis arrivé. On le met sur le CV, ça. Et c'est vrai que tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on répète permet aussi de le transmettre dès l'arrivée des nouvelles personnes pour leur dire de quelle manière il faut fonctionner. Ils ne vont pas apprendre en 18 mois de quelle manière on fait les jeux. C'est qu'ils vont venir, les personnes qui sont arrivées tardivement dans le comité sont là pour appliquer ou exécuter un certain nombre de choses qu'on aura définies ou écrites auparavant, quoi. Par exemple, pour tout ce qui est, pour tout ce qui va être, par exemple, avec le bug de la société qui était liée à Microsoft, je crois, si je dis pas de bêtises, celle qui a eu un bug informatique, c'est ça? Oui, c'est CrossStrike. Voilà, CrossRide. CrossStrike. Est-ce que justement il y avait un plan au cas où il y avait un énorme partenaire comme celui-là, justement, qui avait un petit souci? Est-ce que justement il y avait aussi cette. Très très vite, on a été organisé en centre opérationnel. Donc il y avait le Technology Operating Center et le centre qui est un des centres névralgiques, et le Main Operating Center, voilà, qui coordonne l'ensemble en fait des différentes directions et des activités en termes d'opération. On leur a dit assez vite, on a diffusé à l'ensemble des collaborateurs, en tout cas, de dire attention, là, ça ne va pas se résoudre tout de suite. Et donc, il faut vraiment passer tout de suite sur les plans de contingence. Et chaque opérateur savait travailler sur l'informatique, en fait. Et donc, ils ont écrit de quelle manière ils travaillaient sur l'informatique. Je prends l'exemple des accréditations. Si le système tombe ou il est défaillant ou n'est pas disponible, on parle plutôt de non-disponibilité dans ce cadre-là, ils repassent au papier crayon. Voilà, ils ont une liste qui est peut-être déjà imprimée et ça leur permet de contrôler les accréditations visuellement ou de s'assurer derrière que les personnes effectivement sont bien enregistrées. Voilà, donc il y a effectivement toutes ces procédures-là ont été décrites et ça a permis de pouvoir réagir tout de suite, quoi. Et ça, c'est important parce que dans cette gestion de risque, c'est à chaque fois qu'on a un risque identifié, c'est un plan de contingence et c'est un deuxième plan. C'est un plan B, ça peut être un plan C, ça peut être un plan D, qui permet de pouvoir continuer l'activité. Donc on rentre vraiment dans ces notions de plan de continuité d'activité. On a eu la chance de ne pas faire de la reprise sur l'activité. Ça devient un peu plus catastrophe où on perd vraiment un centre et il faut le reconstruire effectivement ailleurs. Ça, dans le domaine informatique, on a aussi l'habitude de ça. On avait prévu, au cas où, un de nos data centers hébergés en Allemagne, si jamais il tombe, on pouvait rebrancher sur un data center qui était à Londres, quoi. Voilà. Et en fait, voilà. Très bien. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez géré tout ça, pas tout seul. Vous étiez beaucoup. Et vous étiez beaucoup aussi à l'étranger. C'est un des éléments dont on veut parler. Vous avez collaboré avec beaucoup de parties prenantes sur ces questions, pas seulement du coup de cybersécurité, mais de manière assez générale. Particulièrement, c'est l'agence nationale du coup de la sécurité des systèmes d'information. Elle a joué un rôle qui est majeur. Il y a cet exemple-là qui est l'exemple de la Coupe du Monde de rugby, qui était un événement massif et qui est un événement français en 2023. Ils ont travaillé donc main dans la main, vous aussi. Et justement, la question c'est comment ça se passe de collaborer avec les autorités françaises. L'ANSSI, vous pouvez peut-être parler avec d'autres agences ou d'autres acteurs dans le cadre de la sécurisation de systèmes critiques. C'est beaucoup de réunions. Excitant. Et blague à part, non, déjà c'est de se connaître chacun, voilà, quelle est la mission de chacun. Au tout début, les premiers contacts avec l'ANSSI, ça a été pour eux de découvrir l'univers des jeux,
Ce qu'on fait, voilà, moi quand je leur annonce qu'on pense déployer un peu plus de 200 applications, bah, c'est sûr qu'ils ont besoin de connaître un peu plus qui sont les acteurs derrière, voilà, de quelle manière, quelle va être notre démarche, comment on sécurise tout ça, est-ce qu'il y a bien des systèmes d'authentification sur chaque application, enfin voilà, donc ils sont plutôt à poser des questions, ils font des audits. Ils nous ont audité à un moment donné pendant les jeux sur des systèmes critiques. On citait Atos tout à l'heure, mais ils sont venus auditer les systèmes fournis par la société Atos. Ils sont venus passer 15 jours avec nous pour aller et regarder, auditer et détecter s'il y avait une faille ou pas de sécurité. Donc, Ils ont vraiment poussé à bout ça l'application fait pour voir partie. si. Oui, et c'est quelque chose qui existe un peu partout en fait. Hein. C'est pas que lié à nous. Je rappelle, on était exposés, donc c'est vrai que ça. Mais en fait, aujourd'hui, l'ANSSI intervient auprès de tous les services publics ou ou auprès d'entreprises qui ont soit eu des problématiques, en tout cas des problèmes de cyberattaque, et ils viennent faire des recommandations ou ils viennent aider en tout cas les entreprises à rétablir les services, quoi. Donc ça fait partie un peu de leur mission, mais en même temps aussi d'évangéliser et d'établir justement des politiques de sécurisation ou en tout cas de former les gens à pouvoir se protéger ou à appliquer les bonnes pratiques. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à présent, ça a été une collaboration main dans la main. Dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, en fait, on s'est venu se greffer. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de sites de la Coupe du Monde de rugby aussi qu'on a utilisé. On a utilisé les mêmes sites. Donc, on avait décidé avec le DSI de la Coupe du Monde de rugby de pouvoir auditer en fait les sites ensemble. Donc, nous, ça nous servait. Eux, ça leur servait aussi. Et avec l'ANSSI pour pouvoir évaluer en fait le niveau de maturité cyber de l'ensemble des stades qui ont été utilisés. Donc, on l'a fait sur l'ensemble des sites de compétition pour les jeux. Aussi, on a évalué la maturité de l'ensemble de l'écosystème des acteurs, des parties prenantes de Paris 2024. Donc là, c'est plutôt l'ANSSI qui a procédé à ces audits. Voilà, ils ont plutôt envoyé. Voilà, en fait, c'est plutôt de répondre à des questionnaires, en tout cas de s'assurer. Il y avait plusieurs niveaux d'audit. Hein, on peut avoir des audits très poussés, comme je l'ai expliqué juste avant avec Atos, où ils viennent passer 15 jours, puis là, ils creusent vraiment partout. Comme effectivement s'assurer sur une simple déclaration du niveau de maturité cyber et de s'assurer que derrière, les mesures sont bien mises en place ou les entreprises savent réagir en cas de problème. Bon, donc vous avez collaboré avec les autorités françaises, vous avez aussi collaboré avec des entités privées, des entreprises privées, qu'elles soient françaises ou étrangères. Comment on intègre les questions géopolitiques dans justement alors, la gestion de ces technologies et particulièrement les partenariats avec ces entreprises-là qui sont étrangères? Vous avez parlé d'Alibaba par exemple. Oui, on a peut-être un petit focus sur, voilà, on a 2 niveaux de partenariat. Donc ce qu'on appelle les top partenaires, pardon, qui sont partenaires du Comité international olympique, qui sont des contrats mondiaux. Voilà, avec des entreprises de partout. On a des entreprises japonaises comme Toyota, Bridgestone ou Panasonic, ou Alibaba, voilà, qui est un acteur chinois. Et puis on a le niveau des partenaires locaux, donc qui sont effectivement des entreprises françaises qui viennent investir dans le marketing des jeux, comme EDF, Orange ou même Salesforce, qui était aussi partenaire des jeux. Voilà, donc on a un écosystème qui est assez riche. Il y a plus de, je ne sais plus quel est les chiffres exacts, mais je crois que c'est plus de 70 partenaires aujourd'hui qui ont contribué vraiment au succès des jeux. Et c'est vrai que il faut l'animer un petit peu, ce réseau, et on a, je crois, plus d'une dizaine de partenaires qui étaient vraiment liés à la technologie et qu'il a fallu faire travailler tous ensemble sur des projets plus ou moins différents, en tout cas, soit ensemble, soit différemment. Euh, par rapport à votre question, comment on le fait? C'est qu'aujourd'hui, dans ce contexte géopolitique, il y a plusieurs choses sur lesquelles on essaie d'être être indifférent en fait des situations qui se passent aujourd'hui dans le monde, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille par exemple avec Alibaba. C'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir une certaine, on va dire, méfiance à l'égard des acteurs chinois. On voit bien aujourd'hui entre les deux blocs, entre les États-Unis et la Chine. On se retrouve en Europe, effectivement, à travailler avec soit des Américains, soit des Chinois. C'est pas si évident que ça. Il y a le sujet de la protection des données. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les données restent vraiment en France ou pas? Surtout quand on utilise du cloud. Donc c'est vrai qu'on a eu toute cette démarche-là d'aller vérifier et de s'assurer que derrière, on était juridiquement, on n'enfreignait aucune loi en fait.
Ça, c'est le premier aspect des choses, hein. Quand on travaille avec des partenaires étrangers, la loi, c'est celle qui, effectivement, qu'on applique dans le pays où on opère. Et c'est vrai qu'il faut que chaque partenaire puisse respecter notre RGPD, en tout cas, et de s'assurer derrière vraiment de s'assurer que derrière tout est mis en œuvre pour que les données soient protégées. Parfois, on travaille avec des acteurs américains, effectivement, dont les serveurs sont aux États-Unis. On a un petit doute et là, on commence effectivement à avoir cette gestion de risque en disant bah, attention, les données sont hébergées ailleurs qu'en Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on décide de dire bah, on ne va pas héberger de données sensibles sur cette application-là, quoi. Donc, on va s'assurer en amont que derrière, les données qu'on va gérer au travers des systèmes qu'on va héberger ailleurs qu'en Europe ne sont pas des données sensibles. Toutes les données sensibles ont fait l'objet d'une étude précise et on les a hébergées sur un data center en France, opéré par un acteur français, aujourd'hui avec l'aide, et on l'a fait dans le cadre de notre partenariat avec Alibaba, qui ont accepté de sous-traiter aujourd'hui avec Atos ce data center. Et ça nous a permis de respecter la loi et de rassurer en fait l'ensemble en fait des acteurs aujourd'hui étatiques, se dire qu'aujourd'hui non, les données n'iront pas aujourd'hui, ne sont pas confiées comme on a pu le lire dans la presse. Hein, il y a des couvertures de presse qui disaient bah, on confie les données aux géants chinois Alibaba. Non, ce n'est pas le cas. C'est qu'on l'a fait effectivement aujourd'hui. On a trouvé de quelle manière on pouvait en tout cas protéger les données des Français par rapport aux Jeux Olympiques. Donc toutes les données qui étaient liées aux accréditations, par exemple, étaient hébergées en France et qui étaient accessibles que par nos équipes ou pour les équipes d'Atos qui opéraient de France. Et du coup, il n'y a pas justement d'enjeu de souveraineté numérique pendant ces Non, JO ou en fait, non, ça a mais été pensé pour éviter justement qu'il y ait des. je pense qu'à ce moment-là, il y a eu ce sujet de souveraineté. Enfin, l'ANSSI le marque. Hein, ils ont émis une norme, un standard qui s'appelle Secnum Cloud. On en parle au niveau européen, de dire de quelle manière voilà, on va être souverain. Bon, ça n'a pas fait partie de. Effectivement, c'était pas un enjeu propre, mais c'est vrai que ça a fait partie un peu de ces projets sur lesquels on a dû les mettre en œuvre. Parce que l'exposition dont on fait preuve, et voilà, on est assimilé, même si on est une association de droit privé, on est assimilé en fait finalement à un organisme parapublic avec la visibilité qu'on a. Donc c'est vrai, et puis bon, les services de l'État, voilà, nous posent des questions. Donc c'est vrai que pour s'assurer de la bonne marche en fait des jeux, c'est vrai qu'on a mis en place cette infrastructure pour justement rassurer. On rentre pas dans effectivement se dire on est complètement souverain, ce qui est faux, puisque dans tous les systèmes qu'on a mis en place, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle un best of breed. On a pris chaque application qui était utile pour chaque direction métier. Il y a des sociétés qui utilisent Amazon Web Services, d'autres sociétés qui utilisent de l'Azure, ou de l'infrastructure. Ce qui était important, c'est de savoir où sont hébergées les données. Même avec un acteur comme Salesforce qui est américain, on avait l'assurance qu'ils opéraient en Europe. Voilà. Donc ça fait partie, voilà, ou que ce soit à SAP, ou voilà, ces éditeurs savent faire et respectent aujourd'hui ce cadre de conformité qui permet de se dire, bah, voilà, on protège bien les données qu'on utilise, qu'on exploite, qu'on opère. Et même aujourd'hui, je suis dans une phase de ce qu'on appelle de dissolution. On décommissionne en fait l'ensemble en fait des systèmes. On les détruit en fait ces données. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que derrière les données sont bien détruites pour ne pas les réutiliser par la suite ou pour éviter effectivement aujourd'hui de vol de données, quoi. Et oui, et puis après, il y a aussi un autre question. Enfin, c'était aussi par rapport au droit, parce que vous avez dit que vous respectiez justement, de faire en sorte de respecter RGPD, etc. Mais lorsqu'on travaille des entreprises américaines ou chinoises, est-ce que justement il n'y a pas le fameux droit extraterritorial qui peut s'appliquer et justement là un peu pas mettre en difficulté, mais un peu changer les plans Non, des Jeux olympiques et paralympiques? ça fait partie ça fait partie des choses qu'on a étudiées. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un super juriste IT avec qui on a pu travailler tous ces sujets de protection de données. Cette notion d'extraterritorialité, je vais y arriver parce que c'est C'est les mots qui sont compliqués. il est pas mal celui-là. Justement, ça fait partie de. Bah, il faut faire de la veille en fait juridique. Je crois que le jour où, au niveau européen, ils ont pu annoncer qu'il y avait un accord qui allait avoir entre les États-Unis et l'Europe
sur cette partie, effectivement, et de s'assurer que derrière, on peut travailler avec les Américains, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les Chinois, mais aussi le cloud out aujourd'hui aux États-Unis. Bah, ça a probablement un petit peu, nous, soulagé, parce qu'on était dans des études en disant, bah, dès lors qu'il y avait des données, où on a un éditeur qui était américain, dont les serveurs étaient aux États-Unis, on se disait qu'il y avait peut-être un risque de fuite de données où on ne sait pas ce que, effectivement, si jamais le gouvernement américain pouvait décréter de dire bah, donnez-moi les données, même si Microsoft ou on sait qu'Amazon ou d'autres éditeurs peuvent très bien refuser de le faire et se mettre dans une non-conformité dans leur pays. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui a été effectivement étudié. Et c'est vrai que bon, bah, quand la nouvelle est tombée, c'était bien, une bonne c'était bien pour nouvelle, nous, ouais. c'était une bonne nouvelle. Et après, c'est justement dans tout ce qui est un peu Jeux Olympiques et Paralympiques aussi de Paris 2024, ça a été un des premiers jeux où bon, il y a eu les JO de Tokyo aussi où ça a été un peu employé. Mais bon, il y avait moins de spectateurs, enfin, il y avait pas de spectateurs. Mais voilà, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est là où, en fait, les Jeux Olympiques de Paris ont été un peu précurseurs parce que c'était enfin, un peu grandeur nature. Et, euh, et en fait, c'est comment est-ce que l'IA a pu être utilisée pendant ces jeux et comment est-ce qu'elle a pu être intégrée, notamment dans tout ce qui va être gestion d'information, gestion d'infrastructures. Elle parle un peu avant du village olympique, des sites sportifs. Et voilà comment est-ce qu'elle a pu être utilisée un peu pour peut-être rationaliser. Alors, on a très peu utilisé l'intelligence artificielle. Je veux dire qu'on Hmm, l'a pas utilisé du tout, ouais. c'est pas vrai, parce que voilà, on a utilisé des algorithmes à un moment donné pour nous aider à mieux exploiter les données qu'on collectait. Donc, je vais prendre l'exemple des volontaires. En fait, on a 45 000 volontaires qui ont pu venir aider pendant les Jeux. Pour arriver à 40-45 000 volontaires, on a eu plus de 300 000 personnes qui ont postulé. Aujourd'hui, enfin dans l'ancien temps, s'il fallait recruter 1000 personnes pour pouvoir faire des entretiens avec l'ensemble de ces postulants pour pouvoir ensuite sélectionner les volontaires. Grâce à ces algorithmes, on a pu éviter d'embaucher ces 1000 recruteurs. On a dû recruter quelques-uns finalement, enfin c'est l'ordre peut-être de la dizaine, mais par contre on a mis en place un algorithme qui nous a permis de trier selon un certain nombre de critères, soit basés sur un questionnaire de personnalité, soit sur les critères effectivement aujourd'hui de conditions pour pouvoir être volontaire. Et ça nous a permis de sélectionner les quelques premiers milliers de volontaires et pour leur proposer quasiment un job en adéquation avec ce qu'ils voulaient faire. Donc ça a été une vraie avancée, parce que c'est vrai que l'investissement qu'on a fait dans cet outil-là a permis, en tout cas, a été financé par le non-recrutement, finalement, de ces 1000 personnes dont je parlais. C'est un peu l'évaluation qu'on a faite, et ça, c'est vraiment une innovation utile, en fait. Hein. C'est un peu notre vision aussi des choses, hein. C'est de comment on utilise la technologie pour pouvoir vraiment répondre à un besoin et en même temps nous permettre d'être un peu plus sobre, en tout cas en termes d'utilisation, quoi. Voilà. Chose sur laquelle on va revenir après. Mm. Parce qu'on on le rappelle, vous avez commencé en 2018 les préparations, c'est ça? Alors, le comité a été créé en 2018, hein, juste après voilà, janvier 2018. Les premières personnes sont arrivées voilà, dès cette année-là. Moi, je suis arrivé en juillet 2019. Et donc, ça fait un peu plus de 5 ans, effectivement, que là, il y a eu voilà, quasiment, en moyenne, c'est 3 à 4 ans de préparation pour l'ensemble du comité et quelques mois maintenant pour tout ranger. Et aussi le cadre enfin, parce que justement, il y a eu le cadre un peu de l'utilisation des données, justement de tout ce qui va être données personnelles, de tout ce qui va être, enfin, tout ce qui va être aussi lié à la sécurité de ces mêmes données. Est-ce que bah, l'intelligence artificielle peut être utilisée là-dedans ou pas du tout pour essayer justement d'améliorer les choses On, ou... on a parlé, là, ce qu'on a fait, c'est on a fait de l'automatisation. C'est-à-dire que une des formes d'intelligence artificielle, c'est le premier domaine d'application, c'est l'automatisation. Et on parle voilà, de corrélation en fait, d'événements qu'on va lire. Donc, imaginez que vous avez effectivement aujourd'hui 15 bouquins là, devant vous et effectivement qui n'ont rien à voir entre eux. Et en fait, chaque information extraite de chaque livre, c'est de les mettre
voilà, ensemble, et selon une logique en fait d'analyse, on va pouvoir en tirer une conclusion, ou en tout cas émettre une alerte qui va ensuite être reprise par un analyste derrière. C'est exactement ça un peu qu'on a fait dans le domaine aujourd'hui de la partie vraiment système d'information. C'est que cette automatisation, et pas que d'ailleurs, hein, je pourrais prendre un autre exemple après, on a lu en fait, voilà, dans l'ensemble en fait de la remontée de ce qu'on appelle des logs, et de se dire, voilà, aujourd'hui il se passe tel événement dedans. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui essayait de s'authentifier avec un mot de passe, qui essayait de forcer les choses, quoi, de tester plus grave. Donc on va le voir et on va se dire, tiens, il y a 1, 2, 3, 4 fois, 10 fois en 3 secondes. Et là, ça va y mettre une petite alerte qui va dire, bah tiens, c'est un événement, puis ça va se répéter X fois. Et puis au bout de X fois, on va se dire, bah attention, là, ça devient peut-être plus sérieux. Et là, on va commencer à regarder avec un œil un peu plus loin en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va les regarder, on va s'interroger. Est-ce qu'il y a un événement qui fait que derrière, il y a beaucoup plus de connexions, il y a beaucoup plus de personnes qui se trompent? Ah oui, effectivement, il y a une vente en ce moment qui a lieu côté billetterie, donc les gens essaient de se connecter, ils ont oublié leur mot de passe, et puis finalement ils le retrouvent, ou alors il faut mot de passe oublié. Enfin voilà, donc c'est un peu ça voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on a mis en place l'utilisation en fait et l'automatisation. Et avec des règles, donc je parlais voilà, d'automatisation, on met des règles en place, et ces règles-là nous permettent d'établir un certain nombre de scénarios. Il y a un peu plus de 800 scénarios comme ça qui ont été construits, qui permettent sur l'ensemble en fait des plateformes de remonter en fait d'informations et de se dire est-ce qu'il y a un problème ou pas, quoi. Et là c'est l'œil humain. Et c'est le même, on le fait de la même manière quand on fait on adresse voilà, les spectateurs de la communication digitale. Il y a un certain nombre d'événements déclencheurs. On automatise tout, et en fait, dans cette automatisation et dans ces workflows qu'on met en place, ça permet de déclencher et de se dire, bah, on va pouvoir personnaliser un petit peu l'expérience de la personne en disant, bah, en fonction des critères. Donc, c'est une autre forme d'intelligence artificielle, un peu plus mécanique, de se dire, bah, là, vous habitez à tel endroit. Et on va dans les communications qu'on va faire, on va dire, tiens, vous habitez à côté de telle ville, il va se passer prochainement une braderie. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qu'on sait mettre en place, et on va personnaliser les choses, quoi. Ok. Mais on a très très peu utilisé vraiment l'intelligence artificielle pour. Ça arrivait un peu tard en fait, et c'est vrai qu'on était vraiment nous dans la préparation. Et puis il faut déterminer hein, aussi après les cas d'usage comment on l'utilise. Et puis aujourd'hui, bah, il y avait cette IA générative dont tout le monde parle aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle existe quand même depuis de nombreuses années, mais utilisée beaucoup dans le cadre vraiment de l'automatisation. Donc justement sur l'utilisation, comment on l'utilise, et ça demandera peut-être à ce que vous changiez de casquette et que vous utilisiez peut-être votre casquette de technologue, mais comment on fait pour que l'IA respecte des principes d'éthique? On parle sous votre biais d'algorithmique, de transparence, des éléments qui sont importants. Comment on fait? C'est possible? Ouais, je pense que c'est possible. En fait, aujourd'hui, vous avez l'IA Act au niveau européen là, qui est en train effectivement, qui vient encadrer l'utilisation de ces moteurs d'intelligence artificielle. Ça va très très vite. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas en échangeant avec mes pairs, il y a ceux qui y vont tout de suite, qui vont expérimenter, qui vont mettre à disposition des bases de connaissances. Je pense que dans des cas d'entreprise où on a beaucoup de data, et que ça va permettre de faciliter le tri des data, ou l'usage, ou la synthèse. C'est des cas concrets dans le domaine aujourd'hui de juridique ou de la documentation. C'est vrai que c'est très précieux d'avoir effectivement ces moteurs d'intelligence qui vont venir faire de la synthèse ou qui vont accélérer plutôt le retour de l'information. Avant, il fallait peut-être chercher quelques jours dans le code du travail en regardant effectivement aujourd'hui la clause qui va bien, etc. Et puis maintenant, on va plus qu'à poser une phrase. Et puis en quelques minutes, on a un premier retour, puis on va affiner les questions pour arriver à un résultat et te dire, bah voilà, la formation, je l'ai. Ça va accélérer la productivité, en fait, aujourd'hui, d'un certain nombre de métiers, quoi. Et puis, il y a ceux qui se disent, oh là là, c'est trop tôt. Les plus frileux. C'est les plus frileux. Non, mais même, c'est pourquoi? Pourquoi innover? Et je pense qu'il faut se poser les questions déjà de pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que c'est déterminer les cas d'usage, c'est peut-être pas applicable partout. Comment on fait pour respecter les choses, parce que les gens ont peur de la nouveauté, donc on parle aussi beaucoup de perte d'emploi ou de changer les choses. Ça commence aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui émergent, hein, parce que utiliser une IA, bah, il faut être formé pour.
Il faut comprendre quels sont les modèles. Tous les grands éditeurs ont mis en place leur moteur, hein. On voit Google, Microsoft. Voilà, aujourd'hui, il y a Salesforce qui fait des grandes annonces. Donc, tout le monde met en place son agent intelligent, d'ailleurs, qui repose peut-être sur les mêmes moteurs, hein. On parle de ChatGPT, de Claude ou Gemini. Donc, et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt d'aller dans l'exploration et de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, quelle va être l'orientation que l'entreprise veut faire. Si c'est faire de l'IA pour faire de l'IA, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Il faut vraiment avoir une idée précise de comment ça va venir accélérer un business. Est-ce que on souhaite plutôt s'appuyer dessus pour fiabiliser l'information en interne? Mais on sait aujourd'hui que l'information n'est pas totalement fiable non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se poser des questions sur si aujourd'hui les gens vont utiliser beaucoup plus ces moteurs-là, ils vont peut-être être moins qualifiés. Donc ça va avoir un impact sur la formation. Donc voilà, est-ce que les formations aujourd'hui vont être adéquates dessus? Est-ce qu'on accepte que les personnes vont être moins qualifiées pour utiliser effectivement cette nouvelle forme de technologie? Donc comment on va créer de la valeur à partir de ça? Je pense que c'est toutes ces questions-là qu'il faut probablement se poser avant de monter aujourd'hui, aller dans des expérimentations. On peut, d'un point de vue technologique, expérimenter. C'est quoi les limites d'utiliser un tel outil? De quelle manière on le met en place? Comment on fait l'adoption d'un tel outil au sein d'une entreprise? Quand on est 10 personnes, ça va. Quand on est 500, 1000, 1500 personnes, c'est différent, quoi. Et comment on vient monitorer aussi un petit peu tout ça? Parce qu'il peut y avoir des dérives d'utilisation. Euh, je pense qu'il y Des a... dérives, on va peut-être en parler justement, on va aller dessus. Ouais. Il y a cette question, c'est vrai que c'est une question qui peut faire peur à certains, à la question de l'intelligence artificielle, son utilisation, surtout pour les questions de vidéosurveillance algorithmique. Et je crois que c'est ça il y a une loi JO hein, de mai 2023 qui permettait l'utilisation de la technologie pour sécuriser l'événement. Euh, Tout dernièrement, le préfet de police Laurent Nunez a affirmé que s'est exprimé en faveur de sa prolongation. Et donc au-delà des Jeux Olympiques. C'est des caméras qui vont rester en place jusqu'à au moins l'été 2025, avant qu'il y ait un examen du Parlement. Euh, Qu'est-ce que ça fait soulever comme question? Parce que là, on a parlé de son utilisation, là, c'est le cadre de son utilisation. Euh, c'est quoi votre point de vue sur cette manière-là de la gestion de l'intelligence artificielle, sur la vidéosurveillance, sur la sécurité, toutes ces questions que ça soulève? Je me rappelle qu'au moment où ça a été décidé dans le cadre des Jeux, la CNIL avait communiqué sur le sujet en disant nous sommes là pour protéger et nous assurer que vos données, alors, parce que quand on parle de données, c'est pas effectivement nom, prénom ou autre, là on parle de visage, on parle de comportement, on parle de plein d'éléments, on peut vous géolocaliser un petit peu partout, on peut retracer un peu votre parcours de ville en ville avec des caméras. Si votre visage apparaît un peu partout, on sait retracer vos déplacements quand même. Donc, je pense que le premier sujet, c'est de dire, oui, déjà, c'est encadré. Donc, la CNIL l'a dit, nous sommes là pour nous assurer, c'est un organisme indépendant, et pour garantir cette liberté, en fait, et la protection des données personnelles. Dans le cas de la sécurité, je trouve que en fait, aujourd'hui, ça fait partie de l'évolution en fait, du métier de la sécurité, de pouvoir s'appuyer sur ces caméras intelligentes, parce que ça permet d'anticiper les humeurs des personnes et de prévenir en cas de déplacement de masse. Enfin, là, on a eu des situations parfois dans de grands événements où il y a eu quand même des moments où on voit il y a des accidents dans les stades, ou à l'approche des stades. On a eu la Ligue des Champions il y a quelques années où il y avait effectivement des problématiques de sécurité. Est-ce que ça aurait permis de l'anticiper ou d'y répondre? Je ne sais rien, je ne suis pas compétent en la matière là-dessus. Par contre, je pense que cette évolution-là, il faut la prendre en compte dans effectivement et comment on l'utilise dans la meilleure des façons. Avant cette expérimentation qu'on a eue pendant les JO, qui a été autorisée, il y avait déjà eu une première expérimentation à Nice, qui n'a pas donné, mais qui était plus orienté sur la reconnaissance faciale. Je sais que j'avais eu cette discussion-là à l'époque avec notre directeur de la sécurité pour dire est-ce qu'on fait de la reconnaissance faciale ou pas pour effectivement pour s'assurer de l'identité des gens ou voilà. Donc ça prête à beaucoup de débats. Et ce que ça m'a appris en fait en discutant aussi avec des juristes ou ou avec les services de l'État du ministère de l'Intérieur, c'est qu'on touche à la liberté individuelle en fait des personnes. Et c'est ça le point sur ces éléments-là. Donc c'est à la fois une super avancée
Et en même temps, c'est de quelle manière on est dans un état de droit. Et c'est vrai que comment on préserve cette liberté individuelle des personnes, de s'assurer que derrière, on ne vienne pas effectivement, finalement, les priver d'un droit qui est un droit effectivement aujourd'hui à la déconnexion ou effectivement à maîtriser ses propres données, quoi. D'où l'important de prendre des précautions et peut-être d'y aller en tâtonnant, comme vous en avez parlé un petit peu. Je ne sais pas si c'est à donner, mais en tout cas, il faut bien réfléchir à ce que ça va impliquer, ou quelles sont les conséquences et de quelle manière. En fait, en mettant en place ce système-là, c'est comment on vient répondre voilà, effectivement, aux différentes requêtes que peuvent avoir les personnes en disant est-ce que effectivement on est bien sur des données anonymisées, c'est-à-dire que la caméra va faire de la reconnaissance faciale, donc voilà, donc on est vraiment sur des sujets très, très précis et très, très techniques. Euh, reconnaissance faciale versus reconnaissance de mouvement de foule. Voilà, donc, voilà. Et donc c'est là où il faut probablement avoir beaucoup de transparence et probablement faire de la réassurance pour dire que ce pas des données qui vont être enregistrées pendant X temps, que derrière, on ne va pas effectivement se dire qu'on ne va pas croiser ces données avec, par exemple, peut-être le fichier des cartes nationales d'identité. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut absolument séparer. Réassuré par le droit peut-être aussi. En tout cas, le droit est là pour Mmh. encadrer les choses et après, les opérations sont là pour s'assurer que derrière, il n'y a pas de dérive en fait derrière, quoi. Parce qu'après, tout ce qui est dérive, ça peut faire penser un peu à 1900, à 1984. Donc il y a toujours un peu cet imaginaire un peu dystopique lorsqu'on parle de ce genre justement d'avancée ou de projet. Mais après, il y a justement, il y a un autre thème, justement, qui est lui peut-être un peu plus joyeux, un petit peu plus positif. Mais c'est justement le thème de la durabilité des jeux, parce que justement, il y avait un peu cette problématique avec les jeux précédents. C'est notamment avec ceux de Londres, je crois, où justement il y avait eu énormément de construction. Là, à Paris, il n'y en a eu pas beaucoup. Il n'y a pas eu énormément de construction. Il y a eu beaucoup de réutilisation, enfin d'utilisation d'édifices qui étaient déjà construits, et ceux qui ont été construits pour les jeux vont être réutilisés par la suite. Et aussi l'écologie, la mise en place de jeux verts, et en fait quelles innovations technologiques ont été introduites à ces jeux justement olympiques et puis paralympiques, pardon, pour améliorer justement tout ce qui est sécurité, efficacité, durabilité, et un peu passer le flambeau aux autres, Alors je crois que aux prochains, ouais, prochains jeux. c'était une volonté du comité et c'est la première fois dans l'histoire des jeux qu'on a un département qui est vraiment donc sur la partie durabilité pour justement influer et puis que ça fasse partie vraiment de notre vision, de s'assurer que derrière tout ce qu'on allait faire allait avoir un impact carbone le plus minime possible. C'est-à-dire qu'on va vers cet objectif d'avoir des jeux durables. Vous l'avez très bien dit, on a 95% des sites qui sont déjà existants et tous les sites temporaires qui ont été montés ont été démontés par la suite. Donc on n'a pas d'infrastructure pérenne qu'on a construite pour les jeux. Si on a construit aujourd'hui des infrastructures, c'est bien qu'elles avaient une destination après les jeux en fait. C'est aussi la différence avec Londres ou Rio où il n'y avait pas cette notion de destination qui était prévue dès le départ. Ça aussi, c'est une notion importante. Je prends l'exemple d'Arena La Chapelle, qui est une salle qui accueille le Paris Basketball aujourd'hui. Et il était prévu que cette salle-là accueille en club résident le Paris Basketball, exploité par les équipes de l'Accor Arena, qui effectivement qui a été construit et qui a été utilisé pendant les Jeux, mais qui n'a pas été construit pour les Jeux. C'est vraiment la différence. Comme les villages olympiques et paralympiques, c'est un écoquartier qui a été créé, construit par des promoteurs, utilisé dans le cadre des Jeux, mais qui aujourd'hui effectivement à la destination de la Seine-Saint-Denis et qui va venir favoriser vraiment le département avec ce nouvel écoquartier qui va être tout neuf et qui va venir embellir, voilà, entre autres, vraiment le 93. Sur ce qu'on a pu faire, on a réfléchi dans le département de la technologie de dire qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce cadre-là, de durabilité, d'accessibilité aussi, parce qu'il n'y a pas que c'est toutes ces notions-là. Et on a travaillé beaucoup sur le numérique responsable.
Et ça, c'est toute une politique qu'on a mise en place au travers de nos projets, de travailler dessus. Alors déjà de la sensibilisation au numérique, hein. Il faut savoir que le numérique est aussi un des axes aujourd'hui qui a un impact carbone très très fort, hein. C'est peut-être 4% aujourd'hui des émissions, qui représentent 4% des émissions de gaz. Mais en termes de nombre, en fait, ça impacte des milliards de personnes, puisque tout le monde a un smartphone, tout le monde a un PC, tout le monde utilise le digital. Enfin là, on parle de plein de choses. Donc il y a cette première sensibilisation, hein. Nous, par exemple, on a formé les gens à la fresque numérique du climat. On a mis en place les actions qui étaient liées au clean digital, en fait. Voilà, comment il faut vider un petit peu sa poubelle de mail ou rapporter ses anciens équipements qu'on recycle. Sensibiliser les personnes dans les formations. Par exemple, un PC, comme je peux l'avoir à côté de moi, c'est 700 kilos de matière précieuse. Enfin, c'est très polluant en fait, hein, par rapport à la fabrication. Donc c'est vrai que c'est la prise de conscience, la sensibilisation et de se dire aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de charger mon téléphone pendant la nuit tout le temps, alors qu'en fait peut-être pas, quoi. Voilà, donc c'est se poser les bonnes questions sur l'utilisation de tous ces appareils-là. Et puis dans le cadre des systèmes d'information, c'est d'avoir mis en place l'éco-conception, c'est-à-dire que et ça va même plus loin dans tous nos appels d'offres. Il y avait, dès lors qu'on pouvait, quasiment entre 10 et 20% en fait, de l'attribution de la sélection des entreprises sur les critères de durabilité. Donc ça, c'est un point important. Et nous, on a intégré dans notre cahier des charges d'applicatifs, de dire que les gens, s'ils pouvaient, faisaient de l'éco-conception et donc de pouvoir effectivement mettre en place toutes les mesures pour impacter le moins possible aujourd'hui, même d'un point de vue digital, notre planète, l'utilisation des ressources, quoi. Donc ça passe par un exemple assez simple, c'est la taille de l'image qu'on affiche sur un site web. Elle peut avoir un poids de 3 gigas comme un poids de 15 mégas. Voilà. Donc c'est des choses qu'on va venir mesurer. On a mis en place des outils. Et donc une des applications de cet engagement, ça a été pour l'ensemble en fait, de nos sites publics, d'avoir audité, regardé effectivement aujourd'hui quels étaient les critères aujourd'hui de poids d'un point de vue durabilité et d'avoir fait les correctifs nécessaires pour que ça pèse le moins possible, en fait. Ça a même été, je crois qu'il a même été utilisé pour faire tout ce qui va être économie d'énergie, notamment justement essayer de rationaliser en termes d'électricité, en termes que ce soit par rapport à la lumière, que ce soit par rapport à beaucoup de choses. Et donc, je ne sais pas si c'est votre département qui a travaillé dessus ou pas, mais Non, ça peut être... non, mais par contre, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place une petite application qui permettait à l'ensemble de nos collaborateurs de mesurer leur impact carbone. Ok. On l'a appelé Coach Climat. On a travaillé ça, voilà, c'était un enjeu sociétal, enfin en tout cas déjà au niveau de l'entreprise, mais en même temps, ça nous a permis de toujours continuer à sensibiliser nos collaborateurs et au travers d'un certain nombre de questions, ils rentraient effectivement leur nombre de déplacements, est-ce qu'ils mangent de la viande, combien de fois ils mangent de la viande, voilà, des choses comme ça, la consommation d'électricité effectivement de tous les jours, donc ils rentraient leurs données. Et le système leur permettait de leur dire combien ils consommaient, qui était l'équivalent en carbone effectivement, de leur comportement et quelles étaient les actions de remédiation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pouvaient changer pour améliorer leur bilan carbone au quotidien. Et donc ça a été déjà une première étape de sensibilisation. Et puis comme on a vu que ce truc-là, cette application ne marchait pas si mal que ça, le département Sustainability a voulu créer le même pour les événements, en fait. C'est-à-dire comment un événement sportif vient mesurer son impact carbone. Et on a créé un coach climat pour les événements qu'on a mis à disposition et qui est déployé aujourd'hui et qui est en héritage et exploité par le ministère des Sports avec l'appui du Comité national olympique sportif français pour que chaque organisateur d'événements puisse mesurer son impact carbone et effectivement pouvoir chaque année se dire de quelle manière ils peuvent communiquer en tout cas sur cet impact-là. Donc par exemple, l'utilisation de gourdes plutôt que de gobelets lors des événements, voilà, ça va venir effectivement diminuer leur empreinte carbone, quoi. Voilà. D'accord. Donc innovation, soutenabilité, écologie. Il y a un autre élément que vous avez beaucoup travaillé, c'est l'inclusion, hein. Je crois que vous avez co-créé un outil
qu'améliorer l'accessibilité pour du sport aux malvoyants. Donc en l'occurrence, je crois que c'était le Cécifoot et la Boccia. Vous avez même gagné un prix pour ça, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Ouais. ce projet-là? Alors, on n'a pas gagné de prix hein, là-dessus, c'est la C'est société. c'est la petite médaille. Ouais, oui, c'est le prix manager inclusion. Alors, c'est moi, oui, Oui, pardon. oui, c'est vous, Ah oui, ça, oui. oui. Alors, ça, c'était plutôt en interne d'un point de vue ressources humaines. J'ai eu effectivement l'honneur de faire partie de la promotion des managers inclusifs au travers d'actions effectivement, que je menais au quotidien entre essayer d'avoir la parité dans les équipes. Ou effectivement d'être le plus ouvert, en tout cas, ou de pouvoir recruter différemment aussi. On a aussi testé d'autres méthodes de recrutement. Voilà, donc du coup, j'ai été reconnu par ce biais par rapport à mon mode de management. Donc ça, c'est plutôt une distinction interne par rapport à ma fonction de manager. En ce qui concerne plutôt les services qu'on a déployés pendant les compétitions, on a déployé ce service très innovant pour les malvoyants pour leur permettre de suivre les compétitions. Alors, on a pu le déployer sur les compétitions olympiques, sur peu de sports, hein, sur le foot, enfin un peu plus sur les sports collectifs, et beaucoup plus sur les Jeux paralympiques. On a eu beaucoup de personnes malvoyantes qui sont venues et qui ont réservé ce service. Alors ce service, il est hyper simple et à la fois très technique. Hein. La société c'est au travers de notre partenaire Orange qu'on a pu déployer ce service. Les personnes en fait ont pu suivre au travers d'une tablette tactile tout le jeu. En fait, vous imaginez sur un match de CC Foot, cette tablette-là avec un petit point qui se déplace sur cette tablette-là de la même manière, en fait, qui représente le ballon. Et ça, entre ça et l'audio description, c'est-à-dire la personne pouvait avoir aussi une oreillette avec un commentateur qui lui décrivait l'ambiance et tout ce qui se passait, et il pouvait suivre le match. Derrière, comment ça fonctionne, c'est que cette tablette, elle fonctionne effectivement sur le réseau Internet, et on a des opérateurs qui suivent le match, euh, des voyants, bien sûr, et au travers d'une tablette tactile, reproduisaient tous les mouvements en fait de la balle des joueurs, au travers de ce service-là, ces mouvements-là étaient retranscrits sur cette tablette qui vibrait et qui, du coup, effectivement, les personnes malvoyantes, de la même manière qu'elles lisent le braille, en fait, pouvaient suivre tous les mouvements avec leur sensibilité du toucher. Et c'est vrai que ça a été un vrai succès international, puisqu'on a eu beaucoup de télévisions étrangères qui se sont intéressées au service. Et sur les Jeux paralympiques, sur l'ensemble des sessions qu'on a déployées, le service était réservé à chaque fois, et toutes les tablettes étaient sorties, quoi. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arriver au bout. On va conclure cet échange. Une dernière question qui permettrait de faire une jolie conclusion. Qu'est-ce que vous auriez à dire à Clara Chapas, qui est secrétaire générale chargée de l'intelligence artificielle du numérique? Quelle décision de l'exécutif pourrait avoir une influence qui est positive sur votre profession? C'est une belle question. Bon, j'ai peut-être envie de lui dire que s'il a besoin de personnes qui veulent travailler sur le sujet, que je serai disponible à partir de l'année prochaine, puisque je vais finir mon contrat à la fin de l'année. On enverra le CV. Non, je crois qu'aujourd'hui, je pense que justement, c'est un vaste sujet. Et je pense que si aujourd'hui, il faut pouvoir accompagner les entreprises sur ces sujets d'intelligence artificielle, c'est pas un effet de mode. Voilà, je pense qu'il y a ce sujet toujours de fracture numérique qui existe aujourd'hui en France, qu'il faut aussi qui se comble petit à petit, mais c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui pour toute la population d'utiliser des services digitaux, même si à la fois l'État se modernise et l'ensemble des services de transport ou autres qui sont utiles au quotidien se sont aussi complètement modernisés et digitalisés. Donc voilà, donc c'est plutôt effectivement de pouvoir favoriser et continuer favoriser cette utilisation en fait de ces nouvelles technologies, mais toujours à bon escient. Je crois qu'aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça. On parlait d'encadrement, mais nous, on avait à cœur au sein du comité de dire qu'on voulait faire de l'innovation utile et pas futile. Et donc, je pense que c'est probablement un des enjeux qu'il peut y avoir demain, de pouvoir s'assurer que l'utilisation de ces nouvelles technologies puisse effectivement être dans un cadre vraiment très utile, compréhensible par chacun et être simple à être utilisé, quoi. Merci beaucoup, Alain Nguyen, d'avoir accepté notre invitation pour inaugurer ce premier café incubateur. C'est un premier café incubateur qui était vraiment très, très riche, très enrichissant, dans le sens où c'est un sujet dont on parle.
fait, dont on parle quasiment jamais, voire pas beaucoup. Et c'est justement grâce à votre intervention, justement, ça peut-être avoir beaucoup plus de visibilité et puis donner un peu aussi la possibilité aux gens de comprendre ce que vous faites et de comprendre tout en fait les enjeux qui se cachent derrière et aussi de tout ce magnifique héritage que vous avez laissé des Jeux Olympiques, notamment en inclusivité, durabilité et autres. Donc merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce premier café incubateur vous aura plu et que vous aurez pu justement découvrir un peu le métier de Monsieur Nguyen. Pour d'autres programmes, parce que c'est le premier, mais c'est pas le dernier, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, LinkedIn, TikTok, et puis c'est tout. Prochainement YouTube. Et puis prochainement YouTube. Donc, on se retrouve à la prochaine. Salut.